Bonjour et bienvenue à l'Institut de mathématiques d'Orsay. Donc, c'est ici qu'est organisé le marathon d'Orsay de mathématiques. Et c'est ici aussi, dans ce beau bâtiment, que sont hébergées toutes les recherches en mathématiques qui ont lieu à Orsay, faisant partie de l'Université Paris-Saclay. Nous sommes ravis de vous accueillir ici, toutes ces personnes qui partagent avec nous l'intérêt pour les mathématiques et le point commun de pouvoir s'amuser avec des mathématiques. C'est ça le but du marathon d'Orsay de mathématiques. Donc aujourd'hui, pour cette remise des prix, c'est le moment de la récompense en quelque sorte, après tous les problèmes qui ont été posés dans le cours de l'année 2023-2024. Donc il y aura bien sûr, comme annoncé, la remise des prix tant attendue. Mais pour commencer cet après-midi de mathématiques ensemble, on va commencer par une autre forme de récompense. Comme on aime faire des maths, on aime aussi écouter quelqu'un qui nous raconte des maths et qui parle de mathématiques de manière différente de ce qu'on peut entendre en salle de cours, que ce soit au lycée ou à l'université ou autre. Et nous avons aujourd'hui la grande chance d'accueillir parmi nous Grégory Mirmont, qui est professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Mais avant cela, qui a été pendant quelques années professeur ici, dans ce laboratoire. Et c'est toujours un plaisir de le retrouver parmi nous à des occasions comme celle-ci. Alors, Grégory Mirmont est quelqu'un qui effectue des recherches brillantes en probabilité, et pour le moment qui le fait en tant que membre senior de l'Institut universitaire de France. Mais à côté de ses activités de recherche, il s'intéresse aussi à parler des mathématiques de manière différente, à un public plus large, avec des éléments historiques. Et nous allons avoir le plaisir d'écouter son exposé qui va nous parler de Blaise Pascal et de Pierre de Fermat en tant que géomètre du hasard. Donc il va nous parler donc, par le biais des probabilités qu'il connaît, mais comme vous voyez, pas que. Eh bien, donc voilà. Grégory Mirmont, merci. Merci beaucoup. Vraiment, un très très grand merci pour l'invitation. Le plaisir de revenir ici est très très grand. Donc vraiment, c'est plaisir partagé de revisiter ces lieux. D'autant que moi, quand j'étais là, ce beau bâtiment n'existait pas encore. Ce bel amphi, c'était un bâtiment plus ancien des années 60, je crois, un petit peu plus haut. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que les mathématiques se portent si bien à Orsay. Merci beaucoup d'être venu. Bravo aux finisseurs et aux finisseuses du marathon. Aujourd'hui, je vais vous parler donc ce sera un exposé dans lequel il y aura un petit peu disons d'histoire des maths, un petit peu de mathématiques. C'est surtout un moment un petit peu singulier. On ne peut pas dire, je pense, tant de grands courants de la pensée mathématique que ce courant est né dans un moment vraiment précis, quoi. Et du côté des probabilités, même si c'est quelque chose qui est discuté par les historiens des sciences, les épistémologues, on s'accorde quand même à dire que Blaise Pascal et Pierre de Fermat, c'est un peu les inventeurs de la théorie des probabilités. Ça demande à être discuté, mais c'est quand même un point très très singulier. Et effectivement, hein, on sait que donc la théorie des probabilités, c'est une façon de mathématiser le hasard, on va y revenir, a été discutée dans un échange épistolaire entre Blaise Pascal et Pierre de Fermat, donc deux je vais dire mathématiciens, mais deux grands penseurs du XVIIe siècle. Et ce qui est agréable quand on se lance un petit peu dans la lecture de cette correspondance, même si c'est parfois écrit, alors parfois c'est écrit en latin, donc ça ne simplifie pas trop, mais parfois c'est écrit dans un français, on pourrait penser un français un peu à la Montaigne, très impénétrable et tout, et en fait non, c'est un français très très agréable, parce que notamment Blaise Pascal était, comme vous le savez sûrement, un très très grand écrivain aussi. Et la correspondance, même si une grande partie est perdue, elle commence comme ça, quoi. Donc, monsieur, l'impatience me prend aussi bien qu'à vous, et quoi que je sois encore au lit, je ne puis m'empêcher de vous dire que je reçus hier au soir de la part de monsieur de Carcavie votre lettre sur les parties, que j'admire si fort que je ne puis vous le dire. Donc, c'est très vivant. Alors, il est au lit parce qu'il était souvent malade, Pascal, c'est pas parce qu'il faisait la grasse matinée, mais voilà.
Voilà, donc ça c'est une lettre qui commence comme ça, en 29 juillet 1654. Alors je voudrais, avant de me plonger un petit peu dans le vif du sujet, rappeler quelques jalons historiques, et pour ça je vais partir du personnage de Pascal. Peut-être du point de vue du mathématicien, ça aurait été plus logique de partir de Pierre de Fermat, parce qu'au fond, comme mathématicien, Pierre de Fermat est beaucoup plus connu, mais peut-être justement. Bon, il y a une autre raison, c'est que Pascal, on fêtait les 400 ans de sa naissance l'année dernière, et donc j'ai centré cet exposé un petit peu plus sur son personnage, qui est aussi un personnage avec un nombre de facettes assez incroyable. Donc je vais parler un petit peu de Blaise Pascal avant 1654, et je vais aller relativement vite, mais je vais quand même vous donner quelques petits jalons historiques. Donc il est né le 19 juin 1623 à Clermont, qu'on appelle maintenant Clermont-Ferrand, fils d'Étienne Pascal et d'Antoinette Bégon. Il a deux sœurs, Gilberte et Jacqueline, que je mentionne parce que chacune des deux a joué un rôle très très important dans sa vie. Comme vous voyez peut-être, sa mère en fait meurt quand Pascal a à peine 3 ans, et c'est Gilberte, sa sœur aînée, qui va un petit peu, enfin sinon prendre la place, qui va s'occuper un petit peu des affaires courantes de la famille et de ses deux frères et sœurs. Et c'est aussi Gilberte qui va fixer à la fin de la vie de Pascal la légende autour de Pascal. Elle va écrire une sorte de texte biographique sur la vie de Monsieur Pascal, et ce texte va faire un petit peu, voilà, va fixer la légende. Les gens vont, sans toujours s'en rendre compte, souvent se rapporter à ce texte, qui parfois aussi fait quelques approximations, qui embellit un petit peu la réalité, ou qui la déforme un petit peu. Mais en tout cas, elle a eu ce rôle peut-être enfin, à la fois du vivant, mais aussi pour la postérité de Pascal. Et sa sœur Jacqueline a été pour Pascal une sorte d'alter ego. C'était deux personnes extrêmement proches. Alors, Jacqueline Pascal avait fait des brillants débuts dans l'écriture, notamment théâtrale. C'était Pierre Corneille, qui était un ami de la famille Pascal, qui l'a remarqué, qui l'a fait participer à des concours de poésie dans lesquels elle a triomphé. Mais elle a décidé de se tourner vers d'autres affaires. Donc là, on voit un portrait, alors qu'il ne faut pas prendre ces portraits au pied de la lettre. Hein. Il y a peu de chances que ce portrait soit un authentique portrait de Jacqueline Pascal à l'abbaye de Port-Royal, pour la simple raison que les sœurs de cette abbaye n'avaient a priori pas de raison de se faire tirer le portrait comme ça. Par contre, je crois que le portrait de Gilberte est un portrait authentique. Alors, la chose un petit peu singulière dans la famille Pascal, c'est que c'est le père, Étienne Pascal, qui s'est occupé de toute l'éducation. Il a fait l'école à la maison pour ses 3 enfants, et dans un style qu'on pourrait appeler un petit peu Montessori aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était très peu de livres, finalement. Il fallait que les idées sortent par les discussions, par l'argumentation. Et en particulier sur Étienne et sur Jacqueline, cette méthode a eu des effets extraordinaires. Voilà. Et la famille s'installe à Paris en 1631. Pourquoi c'est important? C'est parce que à ce moment-là, pour fixer les idées, les sciences, on est entre, disons, la révolution galiléenne. Donc Galilée, c'est Dieu a créé l'univers, mais il l'a écrit en langage mathématique. Donc il l'a codé, et il faut décoder. Il faut apprendre, il faut savoir. Et puis juste après, on aura Newton et Leibniz qui vont arriver. Donc on est dans cette période intermédiaire où les idées vont littéralement fuser dans tous les sens. Et l'importance de l'installation des Pascal à Paris, c'est que, en fait, Étienne Pascal, qui est, disons, qui a une charge auprès du roi dans la gestion du budget, des impôts, en fait, lui, sa vraie passion, c'est les sciences. Et depuis ses études, en fait, il fréquente des cercles scientifiques, et en particulier l'Académie parisienne, fondée par le père Mersenne. Alors, l'Académie parisienne, c'est ce qui existe. L'Académie française, ça n'existe pas encore à ce moment-là. Ça va exister à peu près 30 ans plus tard, sous le règne créé par Colbert, si je ne dis pas de bêtises.
Mais les académies, c'est en quelque sorte des petits salons scientifiques qui se réunissent chez les uns et chez les autres et qui discutent des dernières trouvailles en date. Et dans cette académie parisienne, eh ben, on trouve des noms comme, vous voyez, Descartes, Roberval, Desargues, Carcavie, Fermat, Gassendi, Huygens, Torricelli et Hobbes. Alors je ne sais pas si tous ces noms vous disent forcément quelque chose, mais il y en a certainement un certain nombre qui vous parlent. Et en fait, ces gens ne se réunissent pas forcément dans cette académie, mais ils correspondent avec cette académie. Donc ils envoient des lettres, on leur demande un avis sur tel ou tel problème, etc., etc. Et tout ça est animé par le père Marin Mersenne. Mersenne, vous le connaissez peut-être à travers ses nombres. Je les ai écrits ici, là. Les nombres qu'on écrit sous la forme 2 à la puissance n-1. Donc Mersenne avait remarqué que ces nombres sont souvent des nombres premiers. Ce n'est pas toujours des nombres premiers, mais c'en est souvent. Hein. Par exemple, 2 à la puissance 2 moins 1, ça marche. 2 à la puissance 3 moins 1, ça fait 7, ça marche aussi. 2 à la puissance 4 moins 1, ça fait 15. Bon, bah, ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave, on essaye les suivants. Et il se trouve que les plus grands nombres premiers qu'on connaisse aujourd'hui, c'est des nombres de cette forme-là. C'est naturel de chercher dans ces nombres-là. Voilà. Et en fait, Blaise, le fils, hein, va rapidement emboîter le pas de son père, et il va s'illustrer dès ses 16 ans en communiquant un essai sur les coniques, où il introduit ce qu'on appelle le théorème de Pascal, que j'ai illustré ici. Je vais pas en parler, mais disons que la chose importante, c'est que dans cette façon de voir les coniques, donc c'est une façon de voir les coniques comme des sections coniques les sections d'un cône par un plan, et de comprendre ce qui est invariant quand on fait tourner ce plan dans l'espace et qu'on le projette. Et avec ce point de vue, il est naturel d'introduire des points à l'infini, c'est ce qu'on appelle la géométrie projective, dans lesquelles des droites parallèles vont se croiser en un point à l'infini. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais l'utilisation de l'infini dans les mathématiques, c'est aussi quelque chose qui commence à naître à ce siècle et dans lequel Pascal a un rôle important. Voilà. Ensuite, la famille s'installe à Rouen, où Étienne Pascal prend un poste essentiellement de collecte d'impôts. Et c'est dans ce cadre-là que Pascal va développer entre 1642 et 1645 sa machine à calculer. Hein, vous savez sûrement que Pascal il est célèbre pour avoir inventé la calculatrice, la pascaline. Et j'insiste sur le fait qu'il n'a pas seulement inventé, mais il l'a vraiment développé, vraiment avec l'esprit d'un ingénieur et d'un entrepreneur. C'est-à-dire que c'est bien beau de penser qu'avec des petits rouages, on peut entraîner des engrenages et puis faire un calcul. D'ailleurs, il y a des précurseurs à ça, même avant Pascal. Mais la conception pratique, en fait, c'est un problème non moins important. Et Pascal a conçu en fait énormément de modèles différents de sa pascaline. Et a essayé en quelque sorte de la faire breveter, même si ce mot n'existait pas encore. Il a obtenu un privilège du roi pour qu'il soit le seul habilité à faire fabriquer ces pascalines. Donc je pense que c'est important de voir ici que à cette époque, les gens qui s'intéressent à la science, ils ne s'intéressent pas que aux aspects théoriques, mais ils doivent aussi s'intéresser beaucoup aux aspects pratiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui concerne pas seulement Pascal, mais beaucoup d'autres. Je mentionne aussi que après ça, il a poursuivi les travaux de Torricelli sur le vide, et qu'il a étudié la notion de pression atmosphérique et l'hydrostatique. Je mentionne le principe de la presse hydraulique, mais c'est peut-être un petit peu anecdotique. Disons que Pascal, c'est le moins... Enfin, on pense souvent à Pascal comme expérimentateur, notamment il y a une fameuse expérience au Puy-de-Dôme où il fait monter par son beau-frère des tubes de mercure pour montrer que des tubes de mercure renversés dans un bec de mercure, il y a un petit vide qui se crée au sommet du tube, et quand on monte, la pression atmosphérique est moins importante, donc elle pèse moins sur le mercure, et du coup la zone de vide augmente. Alors, cette expérience, elle est très fameuse, mais en fait, ce qui est peut-être même plus important ici, c'est les principes généraux d'hydrostatique, d'équilibre des gaz qu'il en a tiré. Et en fait, on utilise encore aujourd'hui l'unité du Pascal pour parler de pression, notamment en météorologie. Voilà, et on arrive tout doucement aux années 1654, qui est une période charnière dans la vie de Pascal, qu'on appelle la période mondaine. Donc, qui est un moment un petit peu critique où son père meurt, sa sœur, contre son avis, devient, comme je l'avais dit tout à l'heure, religieuse à l'abbaye de Port-Royal des Champs.
Et donc, il perd à la fois son ancien mentor, enfin quelqu'un qui était un peu tout pour lui, peut-être un peu trop d'ailleurs, hein, je pense que c'était un cercle familial très très resserré et très exclusif, et il perd aussi, comme je vous ai dit, son vis-à-vis, sa sœur Jacqueline, quoi. Donc c'est une période très compliquée pour lui. Et à ce moment-là, Blaise, par l'intermédiaire d'un de ses amis nobles, le duc de Rohanès, est introduit dans différents salons mondains et libres penseurs. On dit parfois libertin, mais il faut bien comprendre que libertin, ça se rapporte à l'idée, disons, on s'autorise à douter de Dieu, notamment. D'accord. Je pense que libre penseur introduit moins d'ambiguïté dans le langage d'aujourd'hui que libertin, même si on utilisait ce mot-là à l'époque. Et donc, comme je vous dis, il traverse en fait à ce moment-là une crise existentielle qui va trouver son paroxysme dans une révélation mystique qui est datée, hein, la nuit du 23 novembre 1654, dans laquelle il va avoir une sorte de crise d'épilepsie ou quelque chose comme ça, et où il va rédiger en fait ce qu'il appelle le mémorial, un petit document qui va garder toujours cousu dans sa veste, et qui marque en quelque sorte le passage vers un homme différent. C'est-à-dire, Gilberte, sa sœur, va dire, bon, à partir de ce moment-là, il aura une vie entièrement tournée vers Dieu. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est surtout que le Pascal, en tant qu'homme public, qui publie ses découvertes merveilleuses en son nom, et va un peu disparaître au profit d'un Pascal en quelque sorte caché, et qui va toujours travailler sous des pseudonymes différents. Et puis surtout, c'est quand même le moment où Pascal va passer, disons, s'intéresser moins aux sciences et davantage à la philosophie, à la morale, à la théologie. Et donc, vous voyez, là, la date, c'est 23 novembre 1654, et la correspondance dont je voudrais vous parler, c'est juillet de la même année. Donc, vous voyez que il se passe vraiment quelque chose, il y a vraiment une charnière, quoi. On est à la moitié de la vie de Pascal, et il y a l'avant et l'après. Voilà. Alors maintenant, venons-en un petit peu au fait, la géométrie du hasard. Dans une lettre adressée à l'Académie parisienne en 1654, qui est rédigée en latin, Pascal explique toutes les belles découvertes de mathématiques et de physique qu'il a faites, un petit peu celles que j'ai rappelées précédemment. Et puis il parle d'un traité tout à fait nouveau, d'une matière absolument inexplorée jusqu'ici, savoir la répartition du hasard dans les jeux qui lui sont soumis, ce que l'on appelle en français faire le parti des jeux. Et grâce à la géométrie, nous l'avons réduite avec tant de sûreté à un art exact qu'elle participe de sa certitude et déjà progresse audacieusement. Ainsi, joignant la rigueur des démonstrations de la science et l'incertitude du hasard, et conciliant ces choses en apparence contraires, elle peut, de bon droit, s'arroger ce titre stupéfiant, géométrie du hasard. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est que dans ses fréquentations mondaines, Pascal a en particulier beaucoup conversé avec un de ses amis, Antoine Gombault, le chevalier de Méré, qui est un de ces libertins érudits que Pascal fréquente. Et ce chevalier de Méré, c'est un joueur invétéré, comme beaucoup de ses amis. Et il va poser à Pascal plusieurs problèmes qui ont trait au jeu de hasard. Alors, il pose deux problèmes en fait. Le premier problème, c'est ce qu'on appelle le problème des dés, qui demande s'il y a avantage de parier, d'obtenir au moins un double 6 en 24 lancers d'une paire de dés. D'accord ? Ça veut dire, alors qu'est-ce que ça veut dire avoir avantage ? Ça veut dire que si je parie contre vous que si je lance 24 fois une paire de dés, je vais obtenir un double 6, disons que je vais gagner plus souvent que je vais perdre à ce jeu. C'est une façon de le dire. Et donc j'ai plutôt intérêt à parier contre vous à somme égale. Donc voilà le premier problème. Et le deuxième problème, c'est ce qu'on appelle le problème des parties, qui est le suivant. Donc deux personnes s'affrontent dans un jeu en plusieurs manches gagnantes, et l'issue de chaque manche est décidée par un pile ou face. Donc par exemple, on joue en 3 manches, et puis, en 3 manches gagnantes. Donc le premier qui arrive à 3 fois le côté de la pièce qu'il a choisi a gagné. D'accord ? Et on mise au début des mises initiales identiques, puisque évidemment le jeu est symétrique. Hein. Si je parie que je vais obtenir 3 piles avant que vous obteniez 3 faces, clairement les chances sont égales entre nous. Mais la question qu'il pose, c'est qu'est-ce qui se passe si le jeu s'interrompt
alors qu'on n'a pas terminé de jouer, qu'il reste encore des manches à jouer. Comment, à ce moment-là, on doit convenir de se partager l'argent mis en jeu en fonction des résultats déjà obtenus, comme il dit, proportionnellement à ce qu'on aurait droit d'espérer de la fortune. La fortune étant ici le hasard, hein, pas la fortune, l'argent, quoi. Et alors le premier problème, peut-être, je ne sais pas, peut-être vous l'avez déjà résolu dans votre tête, j'en sais rien, mais en tout cas c'est un problème qui est vraiment abordable et qu'à l'époque, en fait, ne pose pas vraiment de problème. Par contre, le deuxième pose un problème, et je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi. Alors, d'abord, ces deux problèmes sont déjà dans l'air du temps. Le premier, les jeux de dés, le nombre de façons d'obtenir, par exemple, 7 si je lance 2 dés, ou d'obtenir un nombre donné, c'est des choses auxquelles, évidemment, les gens avaient un petit peu réfléchi avant. Et notamment les mathématiciens italiens comme Pacioli, Tartaglia, Cardano et Galilée. Mais il y a un petit problème, c'est que la notion de probabilité, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. L'idée qu'on puisse mettre un nombre qui caractérise la vraisemblance d'un événement donné, ça ne va pas du tout de soi, d'autant que le hasard, a priori, c'est quelque chose qui touche un petit peu à ce que l'homme ne contrôle pas, donc un petit peu au divin. Néanmoins, dans des situations où on joue avec des jeux de cartes, de dés, de pièces, on sent bien qu'on peut compter les chances gagnantes et compter les chances perdantes, les comparer et dire bah, s'il y a plus de chances gagnantes que de chances perdantes, je vais parier, d'accord ? Donc, compter des situations favorables et faire comme les bookmakers, c'est-à-dire dire je joue à 3 contre 1 ou à 3 contre 2, ça c'est quelque chose qui est dans les corps des penseurs de ce moment-là, et en particulier du chevalier de Méré. Hein. Je pense que lui savait résoudre en fait son problème. Mais on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, dans les situations qu'on appelle les situations d'équiprobabilité, où les chances de chaque résultat sont clairement égales, il suffit de compter. Okay ? Alors maintenant, résolvons le problème des dés. Alors, je le fais, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Quand je lance 24 fois 2 dés, chaque lancer de 2 dés me donne 36 possibilités. Le premier dé donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le deuxième dé donne un autre nombre. J'ai 36 possibilités en tout. Je lance 24 fois les 2 dés, donc j'ai 36 fois 26, etc. 36 puissance 24 possibilités de résultats sur mes 24 lancés. Et sur cela, je cherche ceux qui produisent au moins un double 6. Bon, c'est plus facile de chercher ceux qui ne produisent jamais un double 6, puisque un double 6, c'est... ne pas produire un double 6, ça arrive... 35 fois sur 36 pour un lancer. Donc sur 24 lancés, c'est 35 à la puissance 24 possibilités. D'accord ? Et les possibilités restantes, 36 à la puissance 24 moins 35 à la puissance 24, produisent au moins un double 6. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que 36 à la puissance 24 moins 35 à la puissance 24, c'est plus petit ou plus grand que 35 à la puissance 24 ? Est-ce que je vais plus souvent obtenir un double 6 ou pas ? Et il se trouve que non, en fait. 36 à la puissance 24 moins 35 à la puissance 24, c'est strictement plus petit que 35 à la puissance 24. Donc en fait, il est moins avantageux de parier. Il n'est pas avantageux de parier qu'on va obtenir un double 6 au moins en 24 lancés. Voilà. Alors par contre, si on jette 25 fois, ça marche. D'accord ? Donc si on fait exactement le même calcul, en 25 fois, ça va marcher. Il y a plus de chances de voir apparaître un double 6 que de ne pas en voir apparaître. Alors, ça pose plusieurs questions. Ce que j'écris là, peut-être. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein, soit il y a des choses qui ne sont pas claires, soit il y a des choses qui vous interpellent. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment on fait pour montrer que 36 à la puissance 24 moins machin, c'est plus petit que l'autre ? Comment on fait en pratique ? Aujourd'hui, il n'y a pas de souci, d'accord ? Ça prend moins d'une seconde, d'accord ? C'est instantané, mais à l'époque, il fallait quand même 36 puissance 24, c'est des grands nombres, quoi. Est-ce qu'il les calculait exactement ? Est-ce qu'il les comparait ? Le chevalier de Méré, il était capable de faire ce raisonnement, mais je pense qu'il s'arrêtait là parce qu'il se disait, bon, ces nombres... Pourquoi est-ce qu'il a posé cette question, le chevalier de Méré ? C'est que si on fait un problème un petit peu plus simple, qu'on se demande s'il est possible d'obtenir un 6 en 4 lancers, on se rend compte par ce même calcul que c'est effectivement avantageux de parier. C'est-à-dire qu'en 4 lancers, vous allez obtenir plus souvent un 6 que vous n'allez pas en obtenir du tout. Et là c'est facile, en 4 lancers, c'est 6 puissance 4, ça c'est facile à calculer, ça se fait bien. Et Méré se disait, comme j'ai maintenant un événement 6 fois moins probable,
d'accord, obtenir un double 6, c'est 6 fois moins probable que d'obtenir un 6, et que je le répète 6 fois plus, bah, vraisemblablement, le rapport des chances va être le même. C'est probablement ça l'argument que faisait Méré. Et il était d'ailleurs très convaincu par cet argument-là, et il disait non, mais cette solution, enfin, bon, il y a une incohérence dans l'arithmétique. C'est ce que disait Méré à Pascal. Pascal le raconte à Fermat, ça. Oui, bon, il pense qu'il y a une incohérence dans l'arithmétique. Bon, voilà. Et ben voilà, et Méré se trompait. Méré se trompait, c'est une erreur assez classique en probabilité, de confondre deux notions qui sont en un mot la probabilité et l'espérance. Le fait que les probabilités, quelque sorte, elles se multiplient, elles ne s'additionnent pas, quoi. Alors que les espérances, elles ont une propriété de ce qu'on appelle de linéarité. Voilà. Donc ce problème n'est pas en soi difficile, mais il est quand même intéressant et il nous renseigne aussi sur la façon dont on pouvait réfléchir à l'époque. Ça ne répond pas à ma deuxième question. Enfin, comment on fait pour calculer ça? Alors, il y a deux possibilités. Soit, effectivement, ils passaient peut-être leur journée à calculer ces nombres. Soit, en fait, ils faisaient comme les astronomes de l'époque, c'est-à-dire qu'ils approximaient. On peut penser qu'ils pouvaient utiliser des tables de logarithmes, parce que les tables de logarithmes vont naître à peu près à ces moments-là, précisément pour aider les astronomes dans leurs énormes calculs. Mais les tables de logarithmes ne circulaient pas vraiment, donc je pense qu'ils calculaient et puis ils approximaient. Au bout d'un moment, ils tronquaient les nombres qu'ils obtenaient et puis ils voyaient bien que ça devait noder ça. Voilà. Bon, en tout cas, ça clôt complètement le problème des dés, qui est encore une fois pas un problème vraiment qui pose un problème difficile. En tout cas, ce n'est pas avec le problème des dés qu'on va fonder une théorie des probabilités. Et comme le dit Pascal, j'admire bien davantage la méthode des parties, le problème des parties, l'autre problème que celui des dés. Et ce problème des parties, l'école italienne s'y est intéressée aussi. En fait, on peut même trouver l'origine de ce problème des parties dans des écrits de marchands dès le XIVe ou le XVe siècle, parce que c'est exactement le problème que vous avez quand vous faites un contrat d'assurance. D'accord ? Vous essayez d'assurer, vous dites à un marchand, bon voilà, il faut livrer telle chose tel jour à tel moment, je te paye à l'avance. Si finalement on annule le contrat, comment est-ce que je dois récupérer toute la somme? Est-ce que je dois en récupérer une partie? Comment on fait pour jauger les risques, quoi. Donc c'est un problème très concret, le problème des parties. Et alors Pascal, lui, va trouver une solution, et donc il va entamer avec Pierre de Fermat cette fameuse correspondance, Fermat ayant lui aussi résolu le problème par une méthode totalement différente, et c'est ça qui rend la chose très intéressante. Alors Fermat, je vais quand même rappeler quelques petites choses à son sujet. Donc lui, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à Toulouse, qui était magistrat, hein, il était magistrat à la cour de Toulouse, et à l'époque, c'était le plus grand mathématicien d'Europe. En tout cas, il était considéré comme tel, et il était célèbre pour ses travaux en optique, en géométrie. C'est aussi un des fondateurs, des précurseurs du calcul infinitésimal, et surtout, vous savez sûrement, en théorie des nombres. J'ai mis ici ces deux théorèmes les plus fameux, qui se résument en ces deux petites lignes. Mais Fermat était aussi connu pour avoir beaucoup de mal à expliquer ses preuves. En quelque sorte, lui, il cherchait la vérité, et une fois qu'il l'avait trouvé, que c'était clair dans sa tête, il passait à autre chose, et quand on lui expliquait, ses réponses étaient toujours très lapidaires. Il cherchait la vérité, et voilà, fallait vraiment se battre, et en particulier, vous savez sûrement que son grand théorème, hein, la deuxième ligne ici, c'est quelque chose qu'il a énoncé dans la marge d'un opus, d'un livre de Diophante qu'il avait retraduit et commenté. Et il prétendait qu'on ne pouvait pas trouver trois nombres A, B et C entiers dont la somme des puissances n de A et B, c'est la puissance n de C, pour n plus grand que 3, qu'il en avait une preuve merveilleuse, mais que la marge était trop petite pour contenir la preuve. Et ce petit problème a occupé les mathématiciens pendant 350 ans, jusqu'à la résolution en 95, je crois, par Wiles et Taylor. Voilà, donc voilà le personnage. Alors, maintenant, je vais passer à leur solution. Comment est-ce qu'ils ont fait pour résoudre ce problème? D'abord, peut-être on pourrait quand même ajouter que ce problème, c'est un peu comme... Enfin, j'ai regardé un petit peu les problèmes du marathon.
C'était posé un peu comme ça, quelque part, hein, ces deux problèmes. En tout cas, je trouve que Pascal et Fermat, ils ont entamé cette correspondance dans un esprit un petit peu similaire à celui qu'on trouve dans le marathon, c'est-à-dire bon, bah, on a un problème, on a du temps pour y réfléchir, on propose plusieurs solutions, on les compare et éventuellement on les critique. Et les deux solutions donc, sont très très différentes. Donc voilà la solution de Pascal. Donc on imagine que deux joueurs, donc Blaise et Pierre, jouent, comme je disais, en 3 manches gagnantes. Et chacun engage 32 pistoles, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'euros, c'était des pistoles. Et ici, sur un petit tableau, je représente les manches. Vous voyez, je progresse au fur et à mesure que le jeu se déploie, je progresse de la gauche vers la droite. Donc au début, il y a 0 à 0. Et puis, si Blaise gagne, j'ai 1 à 0 pour Blaise. Si c'est Pierre qui gagne, il y a 0 à 1 pour Pierre, etc. Et je progresse dans ce tableau de la gauche vers la droite jusqu'à arriver à une situation de victoire pour Blaise en vert ou de victoire pour Pierre en rouge. D'accord ? Et en fait, la première chose que remarque Pascal, c'est que, en fait, plutôt que les manches déjà gagnées, c'est plus intéressant de savoir ce qui me sépare de la victoire. C'est-à-dire de représenter le nombre de de manches que je dois gagner pour l'emporter. Donc ici, bah, il me reste 3 manches à gagner pour Blaise et pour Pierre. Ici, j'en ai plus que 2 à gagner pour Blaise et 3 pour Pierre, plus que 1, et puis là, j'en ai plus que 0 parce que j'ai déjà gagné. Blaise a déjà gagné. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il dit, bah, je vais maintenant écrire en violet la somme à laquelle peut prétendre Blaise dans chacune des situations du jeu. D'accord ? Bon, bah, il y a une situation évidente, c'est quand Blaise a gagné. Quand Blaise a gagné, il remporte 64 pistoles. Il remporte tout. A l'inverse, quand il a perdu en rouge, il remporte 0 pistoles. Donc ça, c'est clair. Et maintenant, on va revenir un petit peu dans le tableau, maintenant en allant de la droite vers la gauche. Et on va s'intéresser à cette première intersection. Que se passe-t-il s'il reste une manche à gagner pour chaque joueur ? Bon, c'est à peu près clair. Ils sont 2 parties à 2 parties. Et par conséquent, s'ils veulent se séparer, là, c'est Pascal qui parle. Hein. Il faut qu'ils retirent chacun leur mise, savoir chacun 32 pistoles. D'accord ? Bon, c'est clair. Ok, donc 32 ici. Et maintenant, on continue. Donc là, qu'est-ce qui se passe s'il reste une manche à gagner pour Blaise et 2 manches à gagner pour Pierre ? Alors, suivons l'argument de Pascal. Il dit, bah, je suis sûr, Blaise est sûr d'avoir 32 pistoles, car la perte même me les donne. C'est-à-dire que si Blaise perd cette manche, il se retrouve dans cette situation-là, et dans ce cas-là, il empoche 32 pistoles. Bon. Et du coup, il reste 32 pistoles dont l'avenir est incertain, qui n'appartiennent pas à Blaise. Et il dit, bah, pour les 32 autres, le hasard est égal. Je vais peut-être les gagner, je vais peut-être les perdre. Donc, séparons-les en 2 paquets de 16. Je vous donne un paquet de 16, et en plus des 32 pistoles, je prends 16. Donc, je prends 48 et vous gagnez 16. Et par symétrie des rôles, c'est la même chose s'il reste 2 parties à gagner pour Blaise et une pour Pierre. Cette fois, c'est Blaise qui va remporter 16 pistoles. Et on continue comme ça. En fait, on peut revenir, on dirait aujourd'hui par récurrence ou quelque chose comme ça, en disant, bah, s'il me reste une manche à gagner pour Blaise et 3 pour Pierre, eh bien, je vais prendre les 48 pistoles qui sont sûres pour Blaise et séparer les 8 pistoles restantes en 2 paquets les 16 pistoles restantes en 2 paquets de 8, et ainsi de suite. Okay ? Voilà la solution de Pascal. Alors, elle est très naturelle, mais n'empêche que c'est quand même le premier à l'avoir trouvé. Alors, si on veut mathématiser un tout petit peu ça, on peut y voir des choses comme des récurrences, des récurrences linéaires ou des choses comme ça. Donc, ce qu'on a, c'est que si j'appelle E indice B et P la somme que Blaise peut réclamer s'il lui reste B manche à gagner à lui et P manche à gagner pour Pierre, eh bien, j'ai que EBP, c'est EB-1P plus EBP-1 sur 2, c'est la moyenne entre la situation où c'est Blaise qui gagne ou c'est Pierre qui gagne. D'accord ? Auquel cas, il reste une partie de moins à gagner pour l'un des deux. Et pour que cette équation me donne une solution, je dois la fermer par des conditions au bord. Hein ? C'est-à-dire, ici, dans ce cas-là, je dois dire que en cas de perte du jeu par Blaise, EB0, ça fait 0, et en cas de gain, eh bien, je remporte la mise totale, grand M.
Okay, et cette équation-là, j'y reviendrai un petit peu, mais ça porte un nom dans les mathématiques modernes. Donc voilà la solution de Pascal. Alors cette solution, il en est très content, vraiment très très content. Il va se battre jusqu'à peut-être pas la fin de sa vie, mais encore pendant longtemps pour un petit peu démontrer à Fermat qu'elle est mieux que la sienne. Mais il y a quelque chose quand même qui ne le satisfait pas complètement, c'est qu'il voit bien que pour faire ses calculs, il faut beaucoup de temps. Il faut partir de ces conditions au bord, enfin je veux dire, là ça va, mais si on joue en 100 manches gagnantes ou quelque chose comme ça, il va me falloir vraiment beaucoup de temps pour calculer toutes ces moyennes, c'est un peu casse-pied. Et ce serait beaucoup mieux si on avait une formule qui nous donne directement, par exemple, ce premier nombre 44, sans avoir à revenir de proche en proche. Et donc, ce 44, c'est ce que Pascal appelle le prix de la première partie, la valeur de la première partie. Et il dit, voilà, je vais vous poser cette question. Étant donné tel nombre de parties qu'on voudra, trouvez la valeur de la première partie. Voilà la question qu'il pose. Alors maintenant, revenons, avant de parler de cette question-là, venons-en à la solution de Fermat. Fermat, dans un sens, il va faire quelque chose de très très mathématique, c'est-à-dire qu'il va dire, bon, ce problème, je ne sais pas très bien le résoudre. Pourquoi il est dur à résoudre, le problème des parties? C'est qu'on n'est plus dans une situation de hasard égaux, c'est plus une situation d'équiprobabilité. C'est-à-dire que gagner par 3 manches à 0, c'est en quelque sorte incommensurable du point de vue des probabilités avec gagner par 3 manches à 2. Parce qu'on a joué plus de parties, on ne peut pas juste compter le nombre de chemins qui nous amènent à un succès ou à une défaite. Et donc Fermat va dire, moi je vais transformer le jeu de façon à obtenir juste un problème de comptage avec des hasards égaux. Et il imagine qu'il va fixer d'abord le nombre de parties de manches qui restent à gagner pour Blaise et Pierre, donc ici par exemple 2 et 3, et il va dire, imaginons qu'on poursuive le jeu indéfiniment. On ne va pas s'arrêter au bout aux 3 manches gagnantes, on va continuer. Je suis sûr qu'en 4 parties, je sais qui a gagné. Pourquoi? Parce que si Pierre a gagné strictement moins que 3 parties, ça veut dire que Blaise en a gagné au moins 2. Puisqu'on a joué en 4 manches, il a gagné strictement moins que 3 parties, donc moins que 2. Et donc, en 4 manches, Blaise en aura gagné au moins 2, donc il aura gagné. Et vice-versa, c'est pareil, la situation symétrique est pareille. Donc en fait, je peux continuer le jeu et juste l'arrêter au bout de 4 manches, voir au bout de 4 manches qui a gagné 3 points, et puis c'est la même chose. Et là, maintenant, donc on poursuit le jeu, c'est ce que Fermat appelle les manches feintes. Et là maintenant, le jeu, ce problème, c'est vraiment un problème de comptage. En fait, il suffit que je compte, vous voyez, des petits chemins de longueur 4, le nombre de parties qui sont jouées, et que je vois combien arrive sur les points verts et combien arrive sur les points rouges. Une autre façon de le dire, c'est que plutôt que de jouer toutes les parties les unes après les autres, ce qui est très important dans l'argument de Pascal, il faut vraiment qu'il y ait une direction du temps. Fermat dit, en fait, moi je ne fais pas ça, je prends 4 pièces, je les jette d'un coup, je compte le nombre qui est tombé sur pile et le nombre qui est tombé sur face, et s'il y en a au moins 2 qui sont tombés sur pile, c'est Blaise qui a gagné, s'il y en a 3 qui sont tombés sur face, c'est l'autre. Enfin, vous m'avez compris. S'il y a plus de, voilà, vous m'aurez compris. En fait, il joue en quelque sorte en 4 lancers de pièces simultanées. Ça n'a aucune importance qu'il y ait une direction temporelle ou pas. Et donc, le problème est juste un problème de comptage. Il faut savoir, parmi ces lancers de pièces, combien vont donner la victoire à Blaise et combien vont donner la victoire à Pierre. Voilà. Et Fermat dit à Pascal, et tout ça, ça se règle aisément par les combinaisons. Et les combinaisons, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est parce que vous venez d'écrire le traité du triangle arithmétique qui fait exactement ça. Donc peut-être la contribution en mathématiques pour laquelle Pascal est le plus célèbre, c'est le fameux triangle, le triangle arithmétique. Donc c'est ce qu'on appelle le coefficient du binôme. C'est ça, 1, 1, 1, 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, etc. C'est un tableau de nombres triangulaires dans lequel, pour descendre, j'ajoute chaque nombre est la somme des 2 nombres qui sont juste au-dessus de lui. D'accord? Donc 2, c'est la somme de 1 plus 1, 3, c'est la somme de 2 plus 1, 6, c'est la somme de 3 plus 3, etc., etc.
Alors Pascal le représente un petit peu différemment, c'est un petit peu difficile à lire. Et dans son traité du triangle arithmétique, suite probablement aux discussions qu'il a avec Fermat, eh ben, il va effectivement écrire un chapitre sur comment on fait pour déterminer les parties, enfin les répartitions des mises entre deux joueurs. Voilà. Alors ce triangle, on l'appelle triangle de Pascal, en hommage à lui, mais voilà, on sait que ça existait, c'était connu depuis plus longtemps, en particulier en Chine. Mais enfin, c'est ainsi. Donc, ce qu'on appelle les combinaisons, alors je ne sais pas si maintenant en collège et au lycée, on utilise toujours, enfin au lycée sans doute, on utilise ces notations la CNK, mais voilà, bah, c'est une bonne chose. Donc on utilise maintenant cette notation qui est quand même vraiment beaucoup plus pratique. Donc c'est K parmi N. Combien il y a de façons de choisir K éléments parmi N? Les combinaisons, c'est vraiment les compagnons indispensables des joueurs de poker. D'accord? Combien il y a de manches, combien il y a oui, c'est ça, je ne sais plus comment on appelle ça, une manche de poker, de façon de tirer 5 cartes parmi 52. Voilà, et bon, bah, la propriété fondamentale, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure, c'est que n parmi k, c'est la somme de k-1 parmi n-1 et de k parmi n-1. C'est une propriété qu'on montre très facilement à partir de la définition de choisir k élément parmi n, ou sinon on l'utilise comme définition du triangle, et c'est comme ça que Pascal les définit, ces nombres. Voilà. Voilà. Et bah, maintenant, terminons la preuve de Fermat. Donc je disais tout à l'heure qu'on joue 4 parties. Alors si on généralisait un peu ce que j'ai raconté, il faudrait jouer b plus p moins une partie. Et il faut que sur ces parties jouées, Pierre gagne moins que P fois, moins que le nombre de parties qu'il lui faudrait pour remporter le jeu. D'accord? Donc il faut qu'il obtienne moins de P face, disons. Or, bah, les situations où il obtient aucune fois face, bah, il y en a une seule, c'est la trajectoire dans laquelle Blaise gagne tout le temps. Qui est représenté par ce nombre 0 parmi b plus p-1, le nombre de situations où il gagne par une fois face contre que des piles, bah, il y en a 1 parmi b plus p-1, ce qui vaut b plus p-1, etc., etc. Et je somme toutes ces possibilités, donc je somme des éléments je somme en fait des éléments consécutifs dans le triangle de Pascal. Et en tout, j'ai combien de possibilités? Bah, à chaque étape, j'ai un pile ou face, donc j'en ai 2 à la puissance b plus p-1. Et donc voilà la formule. EBP, c'est donné par cette jolie formule. Et en particulier, on peut déduire ce que Pascal appelait la valeur de la première partie, et on obtient cette très jolie formule combinatoire là, que Pascal va montrer dans son traité du triangle par un argument de récurrence. C'est un des premiers aussi à utiliser l'argument de récurrence, sinon le premier. Voilà, donc ça c'est la solution, vous voyez qu'elle n'a absolument rien à voir, et elle donne une formule. Alors vous pourriez me dire après, bah, c'est bien gentil, elle donne une formule, mais comment on fait pour calculer les coefficients du triangle? On fait des sommes. Bon, on sait aussi qu'il y a des formules explicites pour ces coefficients, hein, avec des factoriels ou des choses comme ça, mais des factoriels, c'est aussi des choses qui demandent un petit peu de travail à calculer. Donc il ne faut pas non plus être aveuglé par le fait qu'on a une formule close. Quand on veut estimer une formule, parfois c'est compliqué. Voilà. Voilà. Et alors les deux approches elles sont intéressantes parce qu'elles sont très différentes, mais elles donnent toutes les deux la même réponse. Et ce n'est pas complètement surprenant parce que bah, vous voyez que l'équation qui définissait les EBP que je vous ai donné tout à l'heure, elle est très proche en fait, de l'équation qui définit les coefficients du triangle. Et en fait, on peut se ramener de l'un à l'autre. Voilà, alors, bon, il y a une suite à cette histoire, c'est ce qui rend aussi un petit peu ce qui fait un peu le sel de cette correspondance, c'est que bah, les gens des académies parisiennes, là, ils ne sont pas tous d'accord avec la solution de Fermat. Déjà parce que Fermat, probablement, il l'a expliqué de façon un peu lapidaire, comme il en a l'habitude. Et aussi, bah, c'est quoi cette histoire de manche fictive? En fait, ok, comme je vous ai dit, il a raisonné en mathématicien, il a transformé le problème en un problème plus simple, mais est-ce que c'est le même problème? C'est pas complètement clair.
ça l'est peut-être aujourd'hui, mais je ne suis pas complètement sûr. Et donc Robert Val en particulier va dire non, il n'a pas répondu à la question, ça ne marche pas du tout. Et Pascal, il est bien obligé de voir que ça doit être vrai, puisque ça donne le même résultat que sa propre solution. Et en même temps, il voit qu'il y a un petit truc avec ces manches fictives là qui ne va pas. Et donc, il va écrire à Fermat, quand il n'y a que 2 joueurs, votre méthode qui procède par les combinaisons est très sûre. Il ajoute aussi, d'ailleurs, j'y avais pensé aussi, mais bon, c'était très compliqué. Alors voilà. Mais quand il y a 3 joueurs, je crois avoir démonstration qu'elle est mal juste, si ce n'est que vous y procédiez de quelque autre manière que je n'entends pas. Mais la méthode que je vous ai ouverte et dont je me sers partout est commune à toutes les conditions imaginables de toutes sortes de parties. Donc en gros, ma méthode, elle marche tout le temps. Et votre méthode, je ne sais pas. Bon, si on met 3 joueurs, ça ne va pas trop marcher. Et puis il termine en disant « Je suis sûr que je me donnerai à entendre, mais il me faudra un peu de discours et à vous un peu de patience. » Alors, voilà la lettre que, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà la lettre de Pascal à Fermat, qu'il écrit en début août, je crois, fin août, 24 août, où là, il explique, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai pu vous donner la solution de Fermat, c'est parce qu'elle est expliquée ici, dans la lettre de Pascal à Fermat. Pour 2 raisons. D'abord, c'est que la lettre de Fermat est perdue, mais à mon avis, il y a une autre raison, c'est que probablement, il devait écrire en 2-3 lignes, voilà, ça marche, les combinaisons, pop, pop, c'est bon. Et Pascal, il dit non, mais attends, je vais t'expliquer. Voilà, donc tu fais comme ça. Il écrit voilà comment vous procédez, vous faites ça. Il explique en longueur, bon, aussi peut-être pour voir s'il a bien compris. Et puis ensuite, il critique la méthode pour 3 joueurs. Il dit là, pour 3 joueurs, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le temps avance. Mais enfin voilà, il explique tout ça et puis il conclut par des formules de politesse en disant voilà, j'espère qu'on va réussir à s'entendre à nouveau, etc. Voilà. Et ensuite, voilà la réponse de Fermat, quelques jours plus tard. Hop, voilà. Donc elle est un peu plus longue que ça, mais il dit vous voyez, en plus, là, au début, c'est formule de politesse, et ensuite, il dit « Je répondrai à votre question des 3 joueurs qui jouent en 2 parties. Lorsque le premier a une manche et que l'autre n'en a pas une, votre première solution est la vraie, voilà. De quoi la raison est manifeste, et se prend toujours du même principe. Les combinaisons, ça marche, c'est ça. Hein, enfin. Donc, vous voyez la réponse qu'il fait à cette lettre-là. Bon, oui, c'est ça, mais t'as compris, c'est comme ça que ça marche. Et voilà. Et alors, je vous cite quand même ça parce que c'est assez rigolo. Dans cette même lettre, Fermat parle des nombres qu'on appelle les nombres de Fermat. Les nombres qu'on écrit sous la forme 2 à la puissance k plus 1. Donc on prend 2 et on élève au carré, puis on élève encore au carré, puis on réélève au carré, et à la fin on ajoute 1. Et il remarque que ça donne souvent un nombre premier, en fait. Les premiers nombres de Fermat sont, il écrit ici, hein, alors il ne cite pas 3, mais il y a 3, 5, 17, 257, 65 537, et ainsi à l'infini. C'est une propriété de laquelle je vous réponds. La démonstration en est très malaisée. Je vous avoue que je n'ai pas pu encore la trouver pleinement. Et en fait, il demande plus ou moins à Pascal, est-ce que tu ne pourrais pas m'aider à la trouver, cette démonstration ? Pascal lui répondra alors là, ça me dépasse complètement, je ne sais pas. Et en fait, il faudra attendre 80 ans pour que l'air se penche un petit peu plus sérieusement sur le nombre de Fermat suivant, qui est ce nombre-là, et qui constate qu'il n'est pas premier. Bon. Et en fait, on pense aujourd'hui, même si c'est un problème ouvert, que les seuls nombres de Fermat qui sont premiers sont ceux qui sont dans la lettre ici. Bon, voilà, c'est pas de chance. Et c'est dans la même lettre tout ça, donc voilà. Ok, alors pour être tout à fait honnête, en fait Fermat s'excuse aussi dans la lettre, il dit que j'ai pas le temps de répondre, mais voilà, je suis occupé, le Parlement m'occupe. En fait, il va prendre le temps plus tard de lui exposer une autre solution, où il va, pour une fois, développer un petit peu plus. C'est la solution, enfin, la missive est assez courte, mais enfin, il va développer un peu plus, et surtout, il va faire les choses sans manches fictives, sans ces manches fictives. Et c'est une solution subtilement différente, dans laquelle il va séparer les hasards favorables. En fait, il va découper le jeu en petits morceaux sur lesquels on a de l'équiprobabilité, plutôt que de faire un grand jeu dans lequel tout est équiprobable. Et c'est peut-être comme ça qu'on procéderait, je pense, aujourd'hui.
Donc, alors, je vous passe un petit peu les détails. Disons que ce qu'il dit, c'est qu'on va découper selon le nombre de parties qui sont gagnées ultimement par Pierre. Il y en a R qui est moins que P, et je vais fixer ce nombre. Et il va dire qu'avant la victoire finale de Blaise, je vais jouer B plus R moins une manche. Du coup, j'ai encore un coefficient du binôme qui me compte les hasards favorables à Blaise sur les 2 à la puissance B plus R, hasard produit par les B plus R parties jouées. Je passe un peu les détails, et on obtient une autre formule qui a cette forme-là, qui ressemble beaucoup à la précédente, mais si vous voulez montrer que les deux solutions sont les mêmes, que les deux formules sont les mêmes, c'est un très joli exercice de manipulation des coefficients du binôme. Hein, que cette formule que je vous écris là, c'est la même que celle qui était là, celle-ci. Et en fait, c'est cette formule-là qui, pour le coup, Ah bah, je l'avais réécrite ici, c'est malin. Bon, c'est pas grave. Et pour le coup, c'est cette formule-là, la première, qui se généralise très bien quand on a plus de joueurs. Là, il n'y a vraiment aucune difficulté, alors que la seconde n'a pas... Effectivement, Pascal avait raison, la seconde n'a pas vraiment de généralisation immédiate à 3 joueurs. Donc voilà, donc à la fin, tout le monde est content et d'accord. Alors, bon, je vais avancer un petit peu donc, en racontant d'abord qu'est-ce qu'on a appris dans cette correspondance. Parce qu'au fond, aujourd'hui, on pourrait peut-être se dire, c'est peut-être pas complètement faux d'ailleurs, hein, c'est que bon, c'était un exercice un peu récréatif. Aujourd'hui, avec un tout petit peu de bagage de connaissances sur les probabilités ou le dénombrement, peut-être on arriverait aussi à ces solutions très vite, peut-être d'ailleurs plus spontanément à la solution de Fermat qu'à celle de Pascal, enfin je ne suis pas sûr, la deuxième solution de Fermat. Bon, mais je voudrais insister sur le fait que, en fait, on a mis le doigt sur plusieurs aspects fondamentaux d'une théorie des probabilités qui viendra plus tard. Notamment Fermat. Donc Fermat, il a mis le doigt sur 2 aspects importants. Le premier, c'est que, comme vous savez, quand on fait des probabilités, enfin, je ne sais pas si tout le monde en a fait au moins un petit peu, mais on doit choisir d'abord ce qu'on appelle un univers, qui est en quelque sorte l'ensemble des réalisations possibles des expériences qu'on regarde. Par exemple, si on jette 2 dés et que je m'intéresse à la somme que donnent les faces des 2 dés, pour modéliser ça, on peut utiliser comme univers l'ensemble des résultats possibles, entre 2 et 12, mais on peut aussi utiliser l'ensemble des résultats possibles des dés. Et les dés, on peut décider de les ordonner ou de ne pas les ordonner. Et à chaque fois qu'on fait ça, on travaille avec ce qu'on appelle un espace de probabilité différent. Et bien, Fermat, en disant qu'on pouvait placer le jeu dans différents contextes, il a fait exactement ça. Il a travaillé avec plusieurs espaces de probabilité différents. Et la chose qui est importante, c'est qu'à la fin, le résultat qu'on obtient, c'est toujours le même. En fait, il y a ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui un théorème de transfert ou quelque chose comme ça. C'est un bien grand mot, mais pour dire que en probabilité, vous travaillez avec des espaces de probabilité différents, mais il y a quelque chose au-dessus de ces espaces qui s'appellent les lois des variables aléatoires qui sont toujours les mêmes. Mais selon le choix de l'espace que vous avez fait, vous n'allez pas toujours obtenir les mêmes formules pour ces lois. Et c'est exactement ça qui est apparu dans ce problème-là. Et un autre point très important, c'est qu'en découpant l'espace des résultats en petits morceaux équiprobables et ensuite en faisant la somme, je pense que Fermat est le premier à avoir compris qu'on additionnait les probabilités d'événements disjoints et non pas les chances. On n'additionne pas le nombre de résultats possibles de l'expérience, on additionne les probabilités de ces résultats. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. En fait, aujourd'hui, dans la théorie moderne fondée au début du XXe siècle, ce qu'on appelle une probabilité, c'est une application qui est additive, qui vérifie cette propriété d'additivité. Voilà. Et alors, de son côté, Pascal, lui, il a travaillé avec une notion duale de la notion de probabilité, qui est la notion d'espérance. C'est la moyenne. En fait, vous voyez que Pascal, jamais il dit « quelles sont mes chances de gagner ?» Il dit jamais ça. Il dit « combien je gagne ?» Combien je peux espérer gagner? Et ça, c'est évidemment une notion très importante qui va aider les probabilités à avancer, notamment parce qu'elle a de meilleures propriétés que les probabilités. Les espérances, elles s'additionnent, contrairement aux... les espérances, quand on somme des variables aléatoires, l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. Donc en quelque sorte,
Méret, sans le savoir, dans sa solution fausse, il travaillait avec des espérances et pas avec des probabilités. Voilà. Et par ailleurs, je mentionne que la résolution d'équations de cette forme-là, qu'on appelle aujourd'hui des équations harmoniques discrètes, c'est un premier pas dans ce qu'on appelle aujourd'hui le lien entre la théorie du potentiel et les probabilités qui ont été développées au XXe siècle par différentes personnes. Voilà. Je vais conclure, hein, je suis déjà un petit peu après. Je voudrais juste mentionner une chose, c'est que après cette correspondance, donc il y a la nuit de feu, Pascal part dans autre chose, mais en fait il va continuer à collaborer, enfin pas à collaborer, on ne peut pas parler de collaboration ici, il va continuer à correspondre avec Fermat, notamment de façon parfois indirecte par l'intermédiaire de Carcavie. Et en fait, il se trouve que Christian Huygens, qui passe du temps à Paris à ce moment-là, va récupérer les fruits de ces discussions et notamment récupérer des exercices en quelque sorte de probabilité de plus en plus compliqués que Pascal et Fermat s'envoient l'un à l'autre. Et qui va résoudre, qui va, disons, remâcher à sa propre sauce, disons, enfin recuisiner à sa propre sauce, et qui va publier dans le premier traité finalement moderne enfin, on ne peut pas vraiment dire moderne, mais le premier traité de calcul de probabilité. Et je voudrais mentionner que Carcavie mentionne à Huygens, dans une lettre de 56, une proposition que Pascal a faite à M. de Fermat, laquelle il juge sans comparaison plus difficile que toutes les autres. Et en fait, ce problème, c'est un problème qu'on connaît sous le nom de la ruine du joueur. Dans les traités modernes de probabilité, vous trouverez presque jamais le problème des parties. Laplace en parle dans son traité au XIXe siècle, mais après, ça devient quelque chose d'un petit peu anecdotique. Par contre, la ruine du joueur, c'est quelque chose de très important. Là, vous ne pouvez pas échapper à ce problème-là quand vous étudiez un petit peu de probabilité. Alors, je vais juste le mentionner rapidement, mais l'idée est la suivante. Hein, le problème de la ruine du joueur, c'est vous avez un joueur qui part avec une certaine fortune, A, qui essaye d'atteindre une fortune B avant d'être ruiné, et qui a une probabilité P de gagner et Q de perdre. La question, c'est quelle est la probabilité qu'il atteigne la somme B à laquelle il peut prétendre avant d'être ruiné. Et vous voyez que c'est un problème qui ressemble un peu au précédent, c'est-à-dire qu'on va avoir des situations gagnantes et des situations perdantes. Le problème, c'est que potentiellement, la partie peut durer extrêmement longtemps. Il se peut que je doive aller jusqu'à ce morceau-là du tableau pour savoir qui a gagné. Donc on ne joue plus du tout en un nombre de parties finies, et en particulier la méthode de Fermat qui utilisait des combinaisons, c'est pas clair qu'elle marche, peut-être qu'il faut aller jusqu'à l'infini pour savoir qui a gagné. Et alors l'histoire est assez amusante, donc Pascal il pose le problème sous une forme un petit peu surprenante a priori, il place au début le premier joueur avec une fortune 0, il doit atteindre la valeur 12 avant d'atteindre moins 12, et ses probabilités de succès ou pas sont de 25 sur 42, qu'est-ce que j'ai écrit 27 sur 42, et de le 15 sur 42, les deux complémentaires. Voilà, c'est sous cette forme-là qu'il pose le problème. Et il envoie ça à Fermat, et il se dit il va pas y arriver. Parce que, donc là c'est Carcavie qui écrit, il dit « La question parut si difficile à M. Pascal qu'il douta si M. de Fermat en viendrait à bout. Mais c'est-à-dire Fermat, m'envoya incontinent cette solution. Blaise peut parier à 1156 contre 1, mais non pas 1157 contre 1. Par où M. Pascal, ayant connu que M. Fermat avait fort bien résolu ce qui lui avait été proposé, il me donna les véritables nombres. » Voilà. La probabilité, on dirait aujourd'hui, l'espérance de... Comment dire comment est-ce que je vais le dire? Le rapport des probabilités de gain de Blaise par ceux de Pierre sont de 1156,831, qui est ce nombre 27 à la puissance 12 sur 15 à la puissance 12. Donc Fermat a trouvé, quoi. D'accord. Alors, il y a des choses un petit peu bizarres qui nécessitent peut-être d'être expliquées ici. D'abord, on peut se demander pourquoi on n'a pas simplifié les fractions. 27 sur 15, a priori, ça fait 9 cinquièmes. Et donc, pourquoi est-ce que Pascal s'est fatigué à calculer 27 à la puissance 12, puis 15 à la puissance 12 et à diviser les deux?
c'est sans doute que Pascal, il ne travaillait pas avec des probabilités, il travaillait avec des chances. Et ensuite, il comparait les chances. Donc ça explique aussi que la notion de probabilité, elle n'est peut-être pas encore tout à fait là. J'avais expliqué un petit peu. Donc effectivement, ce problème, on peut le résoudre de façon assez facile aujourd'hui, hein, mais avec l'approche de Pascal, avec ces approches par récurrence, où on regarde une situation donnée et où on revient dans le passé. Et ça se fait très bien, je l'ai fait ici. Bon, c'est pas très... Vous voyez, ça se fait en quelques lignes, il faudrait que j'ai plus le temps de les expliquer, mais le temps passe déjà, donc je vais m'arrêter là. Enfin, je vais pas en parler plus. Il se trouve que... Alors là, je pense que pour un marathon des mathématiques, c'est particulièrement intéressant. Il se trouve qu'il y a une solution dans le style de Fermat qui arrive tout de suite à la bonne réponse sans avoir à faire aucun calcul. Et cette solution, elle utilise une symétrie un peu cachée du problème, qui est que si on part... Vous voyez, la chose qui est bizarre ici, c'est que maintenant, les situations sont asymétriques. Il y a plus de chances de monter que de descendre, et c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup plus de chances que Blaise gagne que Pierre gagne. D'accord ? On se doute bien que si j'ai un peu plus de chances de monter, typiquement, les allures... Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait de ma craie. Alors typiquement, l'allure du jeu, ça va être quelque chose qui de temps en temps va descendre, mais qui va en gros arriver assez rapidement à 12. Et puis peut-être par extraordinaire, on va avoir ça, mais ça va arriver beaucoup moins souvent. Et effectivement, ça arrive 1157 fois moins souvent. Mais il y a quand même une petite symétrie cachée, qui est que si je prends une trajectoire gagnante pour Blaise, et que je prends la trajectoire symétrique, eh bien, le rapport des chances de ces deux trajectoires, c'est toujours le même, et c'est ce fameux 27 à la puissance 12, enfin c'est 27 sur 15 à la puissance 12. Donc, sans avoir vraiment à calculer de probabilité, la seule réponse naturelle, c'est ce 27 sur 15 à la puissance 12, ce rapport des chances de deux trajectoires fixées qui est toujours le même, qui ne dépend pas de la trajectoire. Et donc ça, c'est une solution dans le style de Fermat, et c'est probablement pour ça qu'il a réussi à trouver. Si Blaise Pascal avait demandé qu'est-ce qui se passe si je pars de 1 et que je vais arriver à 12 avant d'arriver à moins 12, je pense que Fermat aurait été un peu coincé. J'ai le droit de le penser, hein, mais voilà. Voilà. Allez, je vais terminer. Je voudrais juste mentionner quelques petites choses qui vont un petit peu vers les probabilités modernes. Ici, là, on est vraiment au balbutiement de la théorie des probabilités. On ne peut même pas vraiment parler de théorie à ce stade, même si Pascal a parlé de géométrie du hasard, d'une théorie de mathématisation du hasard, on n'y est pas encore. Néanmoins, je voudrais quand même mentionner que les résonances avec les programmes modernes, enfin avec les mathématiques modernes, c'est que ces équations-là, qui définissent ce qu'on appelle des fonctions harmoniques discrètes, sont aujourd'hui une méthode pour définir des points à l'infini dans des espaces géométriques abstraits. C'est-à-dire que, vous voyez que si je m'intéresse non pas à 12, mais à un très grand nombre ici, et un autre très grand nombre là, finalement, je me demande si une trajectoire aléatoire va s'échapper vers l'infini plutôt par là ou par là. Donc j'essaye de savoir comment des trajectoires aléatoires s'échappent à l'infini. Et ça, ces équations qui sont les lointaines descendantes de ce que regardait Pascal, c'est quelque chose de très important quand on regarde des trajectoires aléatoires sur des graphes généraux. Et donc Pascal, qui avait disons, été précurseur dans l'introduction des points à l'infini de la géométrie projective, il était aussi, sans le savoir, précurseur de l'introduction d'autres frontières à l'infini, où on remplace les droites par des marches, des chemins au hasard. Et le vrai développement des probabilités commence en fait au siècle suivant, le XVIIIe siècle, notamment avec Bernoulli, et l'introduction de deux théorèmes fondamentaux qui sont la loi des grands nombres, c'est-à-dire comment faire l'expérience palpable d'une probabilité. Il suffit de reproduire une expérience très souvent, de faire la moyenne du nombre de succès et de regarder ce qu'on obtient. Et ça me donne une expérience qui me permet de calculer une probabilité. Pascal disait dans son texte, la théorie était rétive à l'expérience, mais en fait c'est tout le contraire. Les probabilités peuvent être interprétées comme une science empirique, et évidemment c'est très important dans le développement ultérieur des statistiques. Et puis la loi des erreurs, ce qu'on appelle le théorème central limite, qui exprime quelle est la probabilité que ces moyennes empiriques dans la répétition d'une expérience aléatoire dévient de la vraie valeur.
Et voilà, ça c'est quelque chose qui est régi par le théorème central limite. Pascal en était pas si loin, parce que ce théorème central limite, on peut l'interpréter comme un développement asymptotique de coefficients de son triangle. Hein, quand je prends n plus x racine de n sur 2 parmi n, j'obtiens ici un facteur asymptotique fois la courbe de Gauss exponentielle de moins x carré sur 2. Et je conclurai en disant que ces deux, ce qu'on appelle des théorèmes limites, qui nous disent comment finalement l'ordre naît du désordre, de l'aléa, et ben c'est des choses qui correspondent, qui résonnent avec des considérations physiques et philosophiques pascaliennes, qui s'intéressaient évidemment au fait que l'être humain est situé entre deux échelles, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, et que comment dire, ce passage des phénomènes infiniment petits à l'échelle de Nohm, c'est quelque chose qui est très très important dans les réflexions de Pascal. Voilà, allez, j'ai déjà terminé, mais je termine par cette petite... j'ai beaucoup dépassé, pardon, mais je termine par cette petite citation de Pascal, et je vous remercie pour votre attention. Pour ce bel exposé. Est-ce qu'il y a des questions après cet exposé? Ne soyez pas timide. Bonjour, merci pour l'exposé, très intéressant. Je me suis posé une question sur est-ce que j'ai bien compris, la solution de Fermat, c'est celle sur les marches fictives? Oui, la première, oui. C'est ça. Oui. Et c'est celle qui va utiliser notamment les combinaisons et le triangle de Pascal. Oui. Donc comment ça s'articule? C'est-à-dire, est-ce que, voilà. comment s'articule le développement des combinaisons dans cette histoire-là? Oui, exactement. Donc, d'une certaine façon, à la fin, dans le traité du triangle arithmétique, je pense que Pascal essaye de faire un peu la synthèse de tout ça, et il le fait en montrant que son approche à lui, par ses équations récurrentes, donne la solution de Fermat, c'est-à-dire la somme des combinaisons. Mais il ne l'explique pas par la méthode des manches fictives. Ça n'apparaît pas dans les coefficients, sont bien les combinaisons, c'est-à-dire qu'ils sont bien définis par le fait que c'est k objets parmi n, le nombre de choix de k objets parmi n. Il y a des questions sur les propriétés arithmétiques, des propriétés de divisibilité des coefficients du triangle. Et puis il y a ce chapitre sur le problème des parties, et dans ce chapitre, il va essayer de faire la synthèse entre les deux solutions il ne le dit pas comme ça, mais en tout cas c'est comme ça que je le comprends. Il va faire la synthèse entre sa solution et la solution de Fermat. Donc il va montrer que la formule que j'ai donnée, la somme des premiers coefficients divisé par la somme de tous les coefficients, c'est bien ce que calcule l'équation de récurrence qu'il avait trouvée. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci. J'ai été très intéressé par la remarque que vous avez faite sur les espérances conditionnelles dans la pensée de Pascal. Et effectivement, il y a une phrase qui m'a frappé dans ce que vous avez montré, qui est qu'à un moment donné, dans son raisonnement par récurrence inverse, il va remplacer une situation incertaine où il a une chance sur deux de gagner, une chance sur deux de perdre, par une situation certaine où les 32 lui sont acquis. Oui. C'est une phrase qui est très, très contestable et sur laquelle il ne développe absolument pas. Et après, il saute et c'est la bonne solution. C'est assez remarquable. Est-ce qu'il y a des précédents à cette façon de raisonner, de remplacer du certain par je pense pas. Non, je pense pas. De toute façon, bon, oui, voilà, ça résonne vraiment avec sa note à l'Académie des sciences où il dit, voilà, on a joint l'incertitude du hasard avec la certitude, avec la rigueur de la science, quoi. Mais effectivement, il parle jamais de... Finalement, il n'y a jamais d'incertain dans ce qu'il fait. Il part d'une situation où on ne sait pas, on ne connaît pas le résultat, et on va se ramener à deux situations certaines, qui sont celles qui arrivent après et qu'on a calculées précédemment. Voilà. Mais oui, effectivement. Remercions encore Grégory Mirmont pour son bel exposé. Merci à tous.